Bonjour à tous. Qu'en est-il de la résilience de nos infrastructures numériques face aux crises climatiques? Nous ferons notamment dans cette édition un point sur le rétablissement des communications à Mayotte après le ravage destructeur et meurtrier du cyclone Chido. Et puis j'interrogerai les opérateurs, la filière fibre optique sur les mesures techniques, politiques à prendre pour rendre nos télécoms plus résilients. Climat résilient, ce sera donc à la une de Smartech aujourd'hui. Nous prendrons également des nouvelles d'une entreprise lilloise spécialisée dans la sécurisation des documents d'identité qui propose une alternative à la biométrie. Mais d'abord, je propose de revenir sur un sommet pas comme les autres, c'est un sommet de l'IA open source et tout de suite l'ouverture de Smartech. Le Paris Open Source AI Summit s'est déroulé le 22 janvier, rassemblant de nombreuses personnalités autour de ces défis liés à l'intelligence artificielle open source, avec cette idée que le logiciel libre peut apporter une autre voie, une troisième voie possible pour le numérique en alternative à des solutions qui viennent des géants américains et chinois. Bonjour Alexandre Zapolski. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Inagora et à l'initiative de ce sommet. Comment ça s'est passé ? Très très bien. On avait beaucoup de monde, il y a eu plus de 450 inscrits. On l'a fait dans un lieu d'exception, l'Institut de France, là au siège des 5 académies françaises. D'ailleurs, Cédric Villani, qui est un des académiciens fameux, nous a fait l'honneur de venir inaugurer en fait notre journée. Et on avait tout au long de la journée des intervenants vraiment de très grande qualité et qui sont venus un peu partout d'Europe. Et donc, voilà, et je pense qu'on a réussi à démontrer que cette IA open source française, européenne, existait réellement, qu'il y avait une communauté extrêmement forte. C'était un véritable pari quand on a lancé la communauté OpenLLM France, il y a maintenant près de 2 ans de ça. Elle est forte de près de 900 membres, cette communauté OpenLLM France. Et donc, elle a été saluée par la secrétaire d'État au numérique, d'ailleurs Clara Chapaz, il y a quelques jours. Oh, vous êtes une fine observatrice de ce qui se passe sur Internet, Delphine. Mais ça me permet de faire une transition, parce qu'on est en attente de l'arrivée de ce grand sommet de Paris sur l'IA qui doit rassembler le monde entier autour d'actions, voilà, pour une intelligence artificielle au service de tous. En tout cas, c'est la promesse qui est faite. Vous aviez envisagé ce sommet IA open source comme un tremplin, finalement, vers ce sommet de Paris. Vous deviez partager des recommandations, vous dites actionnables. Alors, qu'est-ce qui en est sorti ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? L'idée qu'il faut continuer à investir dans les moyens de calcul, indépendamment d'ailleurs des grands programmes d'investissement qui peuvent avoir lieu ailleurs dans le monde, le fameux Stargate américain. Et donc, il faut que la France, l'Europe continue en fait à investir dans ces data centers publics et privés. On a besoin absolument de datasets open source et donc il y a la nécessité. Il y a une chose dont on ne manque pas en fait en Europe, ce sont des administrations publiques et des agences publiques. Elles produisent tous en fait énormément de data et donc il faut que ce sommet soit l'occasion, le sommet AI Action Summit, d'une prise de décision collective pour mettre à disposition ces datasets de la communauté qui fait l'IA open source. Et puis troisième élément, l'idée qu'il ne faut pas faire en franco-français et il ne faut pas faire en publico-public. Je m'explique. Il devrait y avoir une grande fondation pour l'IA qui devrait être annoncée au moment de AI Action Summit. L'idée, c'est que nous, le message qu'on passe aux autorités, c'est surtout ne faites pas ça uniquement dans la sphère publique, entre vous, qu'avec de la recherche publique. Associez, s'il vous plaît, la société civile et les entreprises. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va y arriver. On en est où aujourd'hui ? Vous avez commencé à évoquer un peu les chiffres de la communauté open source. Elle représente quoi en France, en Europe, dans les développements de l'IA ? On l'a pas encore quantifié. Le Paris Open Source AI Summit, c'était la première fois qu'il y avait un événement physique qui avait lieu pour réunir cette communauté, cette dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un grand nombre en fait d'entreprises. Et donc hier, on avait vraiment le plaisir d'accueillir nos co-compétiteurs, les gens de Pléias, les gens d'Opsy, les gens de Croissant LLM. Et donc on voit bien qu'on est en train de... Il y a une émulation en fait qui est en train en fait de se mettre en place. Et puis surtout, il y a la même chose au niveau en fait européen. Dans chacun des pays européens, il y a le même type en fait de dynamique qui est en train de se créer. Les Espagnols
était là hier, par exemple, pour partager ce qui se passe en Espagne. Et puis on est en train de s'apercevoir que tout un tas de pays dans le monde, y compris des très grands comme la Chine, ont compris que l'open source était le moyen, y compris pour eux, d'être capable de changer la donne et d'être capable de rivaliser par rapport aux IA commerciales américaines. Et donc, justement, comment est-ce que vous réagissez face aux annonces? Vous avez parlé de Stargate, c'est au moins 500 milliards de dollars sur des projets de data center sur 4 ans aux États-Unis. Comment est-ce que vous réagissez face à l'actualité américaine? Comment se positionne la communauté open source? Vous avez prononcé combien de fois le mot souveraineté, en gros, dans le sommet, hier? On l'a prononcé un certain nombre de fois, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressort du Paris Open Source AI Summit, c'est que, dans le fond, on est, nous, une communauté qui n'avons pas peur. Et moi, c'est vraiment quelque chose... Je pensais effectivement qu'il allait avoir les sempiternels messages d'inquiétude, etc. Et je n'ai pas du tout senti ça. Gilles Babinet, par exemple, nous a appelé, il a fait un grand plaidoyer pour que on réapprenne le goût du risque en fait en Europe. Et moi, j'ai trouvé son intervention tout à fait remarquable. Et il y avait un véritable élan. Guillaume Avrin, qui est le coordinateur français en matière d'IA, se voulait aussi très offensif. Et donc, il nous a appelés à pas passer notre temps à regarder ce qui se faisait du côté des États-Unis. Certes, il y a de l'investissement, mais c'est de l'investissement aux États-Unis sur des technologies américaines. Alors bien sûr, ça va profiter aux entreprises américaines. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que nous, on agisse en Européens pour les Européens. Le vrai sujet, c'est de faire en sorte qu'il y ait des moyens, il y ait des budgets qui soient consacrés en Europe pour investir dans l'IA européenne. C'est ça, en fait, notre vrai sujet. Donc, il nous faut notre feuille de route, quoi. Oui, et puis en même temps, il faut que les grands comptes européens, parce qu'on a des très grandes entreprises européennes, il faut que ces grandes entreprises européennes fassent confiance à l'IA européenne, et en particulier l'IA open source, et investissent finalement dans nos technologies. Il n'y a aucune fatalité. Merci beaucoup, Alexandre Zapolsky. Un excellent mot pour terminer votre interview. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Inagora. Merci encore. Juste, oui. On retrouve Lucie qui a été annoncée hier sur lucie.chat et n'importe qui peut venir tester et évaluer Lucie pendant 1 mois. C'est gratuit. Voilà, LLM open source. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre débat sur climat et résilience des infrastructures numériques. Débat aujourd'hui sur la résilience des infrastructures numériques face aux crises climatiques. On en parle avec Jacques Polleny. Bonjour Jacques. Bonjour Delphine, merci. Vous êtes, je vous en prie, délégué général du Cercle Credo qui rassemble des experts, mais aussi les acteurs de la filière de la fibre optique depuis plus de 30 ans. Oui. Et parmi vos contributions, en juin dernier, vous avez publié un guide technique sur la résilience des réseaux FTTH, autrement dit fibre optique. Romain Bonenfant est avec nous également. Bonjour Romain. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Fédération française des télécoms. Je n'ai pas tellement besoin de présenter ce que vous faites, mais ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de démarrer tout de suite avec un point sur la situation à Mayotte et le rétablissement finalement des communications. On en est où ? Alors, les opérateurs sont à pied d'œuvre. Les communications ont été rétablies pour une part très importante de la population, plus de 90%. Néanmoins, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été durement touchées. Il y a des pylônes mobiles qui ont été détruits. En plus, sur une situation où la couverture mobile à Mayotte n'était déjà pas optimale. Donc, il faut reconstruire le réseau et il faut aussi l'adapter aux besoins de la population. Donc, il faut reconstruire, mais il ne faut pas reconstruire à l'identique. Il faut reconstruire en mieux. Et pour ça, on a besoin d'un certain nombre de dispositions. En ce moment, il y a une discussion au Parlement sur le projet de loi pour la reconstruction de Mayotte. Et dans ce cadre-là, on a défendu un certain nombre de propositions pour faciliter cette reconstruction. Mais c'est un problème de budget ou c'est vraiment une question de choix technologique ? En fait, c'est des questions extrêmement pratiques. Pour savoir reconstruire, il faut avoir les autorisations administratives nécessaires. Ce sont des processus qui peuvent prendre un peu de temps et on a besoin d'aller beaucoup plus vite pour reconstruire. Le temps moyen d'installation... C'est pas le moment là de tirer de la fibre optique, par exemple, à Mayotte. Il va falloir tirer la fibre optique à Mayotte, mais il faut le faire plus vite que d'habitude. Il faut aussi reconstruire les pylônes mobiles plus vite que d'habitude. Le temps moyen d'installation d'un pylône en France, c'est à peu près 24 mois. C'est beaucoup trop long. Donc évidemment, il faut aller beaucoup plus vite. Et puis par ailleurs, on a des problématiques qu'on a également dans l'Hexagone sur la capacité à bien déployer sur le littoral. En moyenne, les littoraux sont quand même moins bien couverts parce qu'il y a des contraintes d'urbanisme particulières qui sont liées à la loi littorale. On ne peut pas construire dès lors qu'on s'éloigne de l'urbanisation existante.
Mayotte. Donc il y a de bonnes raisons, il faut protéger les paysages, mais ça empêche d'avoir la meilleure couverture. Et donc à Mayotte, cette problématique, elle est très très prégnante et on cherche à avoir des assouplissements pour reconstruire plus vite et mieux. Sur la fibre optique, la filière est engagée à Mayotte aussi ? Je pense qu'elle va l'être encore plus, tout en sachant que Mayotte était un des départements français le moins couvert en fibre optique. Donc il y avait un plan d'investissement qui était prévu en 2024 qui a été stoppé avec les événements que nous connaissons. Et normalement, donc, il y a un plan d'urgence qui est mis en place pour pouvoir fibrer Mayotte. Donc, mais ça reste un projet pertinent selon vous ? Parce que en urgence, on a dû faire appel à Starlink d'Elon Musk. Donc, oui. En fait, on se dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut rétablir des communications rapidement, autrement qu'en faisant appel à Starlink ? Je sais que ça a pas mal contrarié du côté de chez Orange cette annonce soudaine, mais c'est une vraie question. Alors, évidemment, il faut faire face à l'urgence, et pour faire face à l'urgence, on utilise les moyens qui sont immédiatement disponibles, qui permettent d'amener de la connectivité. Et dans ce cadre-là, le satellite était une solution pertinente. Le sujet, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait à moyen et long terme, et pour ça, il faut reconstruire. Donc, les opérateurs sont déjà sur le terrain. Encore une fois, sur le mobile, on a déjà bien rétabli la situation, mais clairement, on n'est pas dans la situation pérenne. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut déployer le satellite, c'est pas une solution pérenne ? En tout cas, sur la solution Starlink, effectivement, il y a des sujets effectivement de pérennité, de souveraineté, bien évidemment. Est-ce qu'on a envie que toutes les communications électroniques de Mayotte, de la France plus généralement, transitent par des satellites qui sont détenus par Elon Musk, dont on voit un certain nombre d'agitations sur différents sujets ? Est-ce qu'on veut dépendre des positionnements d'Elon Musk dans la durée ? Je pense que ce ne serait pas raisonnable, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de penser effectivement au long terme avec des infrastructures qui sont de qualité, des infrastructures qui sont souveraines et qui vont permettre de répondre dans la durée aux besoins de la population dans un cadre qui est sécurisé. Sur ce sujet quand même du satellite, Jacques, ça arrive, on a l'impression en tout cas que ça arrive comme une alternative de plus en plus intéressante complètement. À des chantiers qui sont quand même pharaoniques quand on parle de fibre optique. Complètement. Alors après, moi je mettrais juste un petit bémol par rapport à Starlink, par rapport aux performances techniques, parce que si tout le monde bascule sur Starlink, ça va être un goulot d'étranglement, et puis en fait le résultat il sera pas là, puisque la connectivité sera réduite, les bandes passantes seront réduites, etc. Donc Starlink... Après, on peut aussi faire du satellite en dehors de Starlink. Oui, bien sûr. Donc et les opérateurs s'y attellent. Orange travaille aussi dessus avec Eutelsat. Mais le sujet, c'est que on voit Starlink arriver. On connaît tous le problème sur le mobile avec les zones blanches. Et donc sur le très haut débit, on a aussi des zones blanches, entre guillemets. Et donc Starlink peut être la solution. On voit aujourd'hui, on en discutait encore avant-hier. Mais là, parce que notre sujet, c'est la résilience. On n'est pas sur les sujets de couverture. Sur le sujet de la résilience, est-ce que le satellite, aujourd'hui, s'impose comme une solution qu'il faut absolument mettre en place, pousser, investir voilà, parce que les crises climatiques ne vont pas s'arrêter demain. Aujourd'hui, on dépend effectivement d'un opérateur américain pour ces solutions. Est-ce qu'on ne doit pas accélérer nous aussi ? Non, je pense pas. Enfin, le satellite, oui. Alors, dans le cadre de la résilience, oui, c'est une solution qui existe et qu'il faut utiliser dans des cas comme à Mayotte, par exemple, rétablir rapidement des communications. Remonter un pylône, Romain le disait, ça se fait pas en 2 jours. Rétablir des communications, parce que quand on parle de résilience, on peut dire il n'y a pas de télécom, mais il n'y a pas de télécom, il n'y a pas d'énergie non plus. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de télécom. Donc tout ça est je dirais, il y a une interdépendance des réseaux dans le cadre de la résilience qui fait que les réponses ne sont pas simples. Il y en a plusieurs. Le satellite en est une. Alors justement, Romain, si on regarde, on sort un peu de Mayotte, on regarde plutôt la big picture. Quels sont aujourd'hui les points de vulnérabilité des infrastructures numériques ? Alors,
on vient de parler effectivement de l'énergie. Les télécoms, ça dépend de l'énergie. Quand il n'y a pas d'électricité, on n'a pas de télécom de manière générale. On a des moyens de secours. On a un certain nombre de générateurs électriques autonomes, mais c'est pas capable de faire tourner l'ensemble du réseau. Donc on peut protéger de manière importante par rapport au risque électrique des grands points de réseau. Quand on va vers le diffus, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que la dépendance à l'énergie, on voit que c'est quelque chose d'absolument essentiel. En automne 2023, on a eu les tempêtes Ciarán, Domingos qui ont frappé durement l'ouest de la France. Il y a eu des vents à plus de 140 km/h. Il y a 1,3 milliard de dégâts estimés. Donc c'est des tempêtes qui étaient extrêmement importantes. Donc ce sont des événements climatiques majeurs. On en a fait le bilan de manière très approfondie avec nos membres. Et on voit que sur les réseaux mobiles, globalement, 97% des indisponibilités étaient tout simplement liées au fait qu'il n'y avait pas d'alimentation électrique. Et quand l'alimentation électrique revient, globalement, le réseau fonctionne dans la plupart des cas de manière quasi automatique. Donc parfois, il faut faire venir un technicien pour réorienter une antenne, parfois il faut redémarrer un équipement, mais ces cas étaient quand même globalement marginaux. Donc je pense que ce qu'on tire de cet événement climatique, c'est que d'abord nos réseaux sont quand même résilients, parce qu'il n'y a pas eu de sites mobiles détruits à l'occasion de cette tempête, qui était pourtant, encore une fois, tout à fait majeure. En revanche, il faut vraiment réfléchir à cette interdépendance avec l'énergie, d'autant plus que les réseaux énergétiques, la gestion de crise pour les réseaux énergétiques nécessite également des communications qui fonctionnent de manière tout à fait évidente. Donc il y a une forme d'interdépendance entre les deux. Et aujourd'hui, cette interdépendance, elle n'est pas bien cadrée dans le droit. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une coopération sur le terrain entre les équipes d'Enedis, les équipes des opérateurs, tout le monde se parle. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est pas bien construit. Les hôpitaux ont un certain nombre de dispositions qui les concernent pour que, en cas de coupure d'électricité, ils soient d'abord protégés parce qu'ils ont des moyens de secours, et puis rétablis le plus rapidement possible. Cette notion d'être rétabli le plus rapidement possible, ça se fait dans la gestion de crise, ça se fait sous la houlette des préfets, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est systématisé. Et on aurait vraiment besoin de ça. Alors, on n'a pas donné la définition de la résilience, et je sais que Jacques la possède, parce qu'on a travaillé ensemble sur un des événements de Credo. Petite interrogation. Alors, je ne l'ai plus en tête complètement. Je l'ai noté, moi, alors, pour le cercle Credo, et je reviendrai après au propos de Romain pour le compléter. Alors, pour nous, un réseau résilient, à la base, il doit être résistant. Je crois que ça, c'est important, parce que si on n'a pas un réseau résistant, et j'expliquerai après pourquoi, donc on ne peut pas parler de résilience. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est la capacité de ces réseaux à rétablir un service, même dégradé, le plus rapidement possible. Donc voilà, donc ça c'est le contenu. Alors pour compléter, donc quand on parle de résilience par rapport aux événements climatiques, je crois que le sujet il est très vaste et il y a 1000 réponses à apporter. L'énergie en est une. Ça dépend après des types d'événements climatiques que l'on a. Je dirais que la réponse n'est pas la même si c'est un ouragan, si c'est une inondation, si c'est un incendie, si c'est une avalanche, des choses comme ça. L'énergie, c'est le point numéro 1. Là-dessus, il n'y a pas de question. Après, quand on regarde les points de fragilité des réseaux, quand il y a des ouragans, qu'il y a des tempêtes, alors, pas au niveau, on le voit sur Mayotte, c'est toutes les infrastructures aériennes. Donc les infrastructures aériennes, alors elles sont conçues, alors moi je le dis, elles sont très résistantes, parce qu'il y a des règles, des normes de construction, d'ingénierie de ces lignes aériennes, et on le voit souvent quand il y a des ouragans, les supports aériens tombent, mais ça continue de fonctionner. Par contre, c'est toutes les problématiques, chute d'arbres, élagage. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on pourrait anticiper, pour essayer de minimiser l'impact, d'une tempête ou des coups de vent. Enfin bon, on a entendu parler de Irma, Alex, où il y avait des vents à 200 km/h. Ça veut dire quoi? C'est l'enfouissement justement de ces lignes? Non, pas non. Alors ça, c'est l'enfouissement. C'est avec parcimonie. C'est dans des zones vraiment très impactées, où là, donc c'est vraiment stratégique. Où s'il y a des services d'urgence ou des choses comme ça, on ne va pas enfouir partout. On ne peut pas parler de résilience, par exemple, dans une zone de montagne isolée, qui a des lignes aériennes, par rapport à une zone urbanisée. La zone urbanisée devra être priorisée par rapport à une zone isolée, où là, on ne va pas les enfouir, puisqu'il n'y a pas de risque derrière. Quelles sont les actions qui sont mises en place aujourd'hui par les opérateurs pour travailler ce sujet de la résilience ?
On est en train de vraiment penser les différents temps de la crise. On vient de le dire, il faut anticiper. Donc déjà, se projeter sur les risques réels dans une zone donnée. Et effectivement, il n'y a pas de réponse homogène. Il y a eu un peu ce débat et des fausses idées qui consistent à dire il suffit d'enfuir, il suffit de mettre milliards d'euros dans l'investissement. On se dit, tiens, finalement... Et on va tout résoudre. Tout sera protégé comme ça. On parlait de Mayotte, dans les zones soumises à des risques de cyclones, dans les outre-mer de manière générale, il y a eu des programmes d'enfouissement très importants. Et c'est très pertinent parce que là, effectivement, par rapport au risque cyclonique, l'enfouissement peut être une solution. En revanche, dès lors qu'on a des inondations, c'était le cas dans le Pas-de-Calais il y a un peu plus d'1 an, il y a eu des inondations très importantes, il vaut mieux avoir de l'aérien que effectivement des infrastructures enfouies, c'est plus résistant. Donc il faut bien cartographier la zone, avoir une bonne vision des risques pour bien adapter les infrastructures. Il faut ensuite penser la gestion de crise. Là aussi, je pense qu'on a beaucoup progressé ces dernières années. Le monde de la fibre évolue, vous le savez bien. Avant, il y avait France Télécom qui gérait tous les réseaux. Dans la fibre optique, il y a différents opérateurs d'infrastructures. Il faut que ces opérateurs soient des acteurs de la gestion de crise, qu'ils soient dans les cellules de crise organisées par les préfectures, etc. Il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits à cet égard dans ces dernières années. Et puis, la résilience, c'est pas être imperméable à toutes les crises. Je pense que ce serait présomptueux avec le changement climatique de dire on va se protéger de tout. En fait, on va traverser la crise en étant totalement indemne. Donc, la résilience, il y a aussi un troisième temps qui est reconstruire. Et reconstruire, c'est être capable d'aller vite. Pour ça, il faut faire un peu de créativité et peut-être se libérer d'un certain nombre de contraintes administratives. C'est ce qu'on est en train de faire sur Mayotte. Et c'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir des résistances, notamment sur tout ce qui peut concerner les règles d'urbanisme. Sur Mayotte, ça a bien progressé au Parlement. Donc on a besoin de cette facilité pour aller reconstruire le plus vite possible. Les infrastructures de télécommunications sont des infrastructures essentielles ? Ce sont, de notre point de vue, des infrastructures essentielles. C'est le cadre qui devrait nous permettre d'avoir la bonne qualification juridique et être priorisées, par exemple, dans le rétablissement de l'électricité. Aujourd'hui qualifiées juridiquement de cette Aujourd'hui, elles ne sont pas dans ce cadre de rétablissement de l'électricité. Elles ne sont pas considérées comme des infrastructures essentielles. Il y a également un autre point qui est important dans la préparation des opérateurs, c'est la redondance des réseaux. Quand on remonte dans le réseau, c'est-à-dire pas quand on est près de l'habitant, mais quand on remonte sur les nationales ou les autoroutes, entre guillemets, des réseaux de télécommunications, il y a différents chemins possibles et ça participe de la résilience des réseaux. La résilience a toujours été présente dans les télécoms. Les télécoms, c'est une infrastructure essentielle au sens on en a vraiment besoin pour des services qui sont extrêmement critiques. Quand il y a eu alors c'est pas des risques climatiques, mais quand il y a eu des sabotages pendant la période des Jeux Olympiques sur des infrastructures majeures de télécommunications, l'impact sur les populations a été tout à fait réduit, voire quasi nul à l'aval de la plupart des points concernés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait différents chemins. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vraiment les opérateurs qui sont sur le terrain et qui posent cette fibre optique partout en France ? Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur la résilience, mais vraiment dès la conception ? Qu'est-ce que ça change en fait ? Ça change beaucoup de choses. Je dirais que ça change beaucoup de choses parce que le constat que l'on a fait, et Delphine, tu le précisais avant, sur la notion de réseau essentiel. Alors, réseau essentiel, c'est je dirais, toutes les infrastructures que nous connaissons, que les opérateurs ont déployées, Orange et SFR, Bouygues, sont des réseaux essentiels. Ils ont été conçus à la base, avec ces aspects de redondance, de maillage, pour pouvoir, en cas d'incident, rerouter le trafic et fonctionner. Donc ça, c'est sur toute la partie transport. Sur le réseau d'accès, donc on va parler dans le cadre du plan France Très Haut Débit, cette notion essentielle, elle n'a pas été intégrée au départ. Donc on a déployé ces réseaux-là. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir cette couverture à 90% de la population française, d'avoir un réseau en Europe, le premier réseau fibre optique en Europe. Donc ça, c'est très bien. Par contre, dans la conception de l'ingénierie, on n'a pas pensé à ces opérations de maillage. Premier point. Deuxième point, on est allé très très vite. Et quand on est allé très très vite, on a peut-être fait abstraction de tous les aspects qualité, performance, respect des normes. Donc on le voit, quand on parle de la résilience, la résilience, on pense surtout aux ouragans, aux tempêtes, mais ça peut être aussi problématique de froid, de neige, de verglas, de givre et autres. Et donc les contraintes que l'on a sur les câbles, qui peuvent être de l'élongation ou de l'étirement, si on a des câbles qui ne sont pas conformes aux spécifications, on en a les conclusions. Donc,
il faut profiter justement de ces incidents que l'on a comme à Mayotte, de reconstruire, de ne pas reconstruire à l'identique, mais de penser résilience quand on fait ces opérations d'évolution ou de reconstruction. Merci beaucoup, Jacques. Oui. Oui, donc juste pour ajouter que c'est aussi important chez les opérateurs d'avoir des équipes importantes sur le terrain. Et c'est pour ça que l'économie des opérateurs doit être saine, entre guillemets, pour qu'ils soient capables d'entretenir des équipes qui sont capables de réagir. C'est ce qu'on a vu sur toutes ces crises. Les hommes et les femmes des opérateurs sont là sur le terrain pour reconstruire. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Romain Bonenfant, directeur général de la Fédération française des télécoms, et Jacques Polleny, directeur général du Cercle Credo. Merci encore. Merci. Pour terminer cette édition, j'ai invité Cosimo Prété. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien expert de la police scientifique, président fondateur de Crime Science Technologies, CST, entreprise lilloise qui propose aux États, aux grands industriels des technologies qui servent à sécuriser les documents d'identité. Je vous ai déjà reçu dans Smartech, mais alors il y a quelques temps. Je voulais justement qu'on fasse un point ensemble. Vous avez créé un plastique fiduciaire, qui est une innovation mondiale, je crois, qui permet justement de fabriquer des documents d'identité sécurisés, et c'est en alternative à tout ce qu'on voit aujourd'hui comme solution de sécurité autour de la biométrie. Peut-être vous nous rappeler rapidement comment ça fonctionne. Oui, en 2 mots, en fait, quand on parle de papier d'identité aujourd'hui, c'est un abus de langage. On devrait dire plastique d'identité. Il n'y a qu'à regarder votre nouvelle carte d'identité, votre permis de conduire. Et ce plastique, il n'a rien de sécurisé en soi intrinsèquement. Contrairement au papier, on pense souvent au papier à billet de banque. Et nous, on a redonné toutes ces lettres de noblesse au plastique en créant le premier plastique sécurisé au monde et les encres haute sécurité nouvelle génération qui vont avec. Très simplement, en fait, le support, que ce soit le plastique ou l'encre, va changer de couleur en fonction de l'angle d'observation et des conditions d'éclairage. D'un simple geste, en moins de 3 secondes, sans formation spécifique, de jour comme de nuit, n'importe quel citoyen, y compris votre enfant, sera capable de dire si le document qu'il a entre les mains est un vrai ou un faux. Et on ne peut pas reproduire ce plastique chez soi, avec son imprimante. C'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités, en particulier les experts européens de la police de Frontex, mais également l'instance internationale qui légifère sur toutes les normes de sécurité des documents de voyage, qu'on appelle l'OACI, suite aux attentats des 11 septembre, qui a fait le dernier état de l'art des meilleures sécurités au monde, un état de l'art triennal, et on est très heureux de faire partie de cet état de l'art, ainsi que de l'état de l'art qui a été réalisé par Frontex. C'est pas moins de 52 brevets délivrés dans 30 pays, et 15 références à travers le monde entier. En 2021, vous nous disiez la carte nationale d'identité qui va arriver, la ICNI, la carte électronique, elle n'est pas suffisamment sécurisée. Est-ce que vous avez été entendu au niveau de l'État ? On a fait un petit bout de chemin et les gens commençaient à prendre conscience qu'on avait une avance technologique considérable. Malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Et le niveau d'exigence est particulièrement élevé en France. Et c'est un moyen aussi de nous challenger. Et je pense qu'aujourd'hui, on la retrouve où, votre technologie, alors justement, fort de nos références, notamment en Allemagne, et c'est pas un accident, puisque l'Allemagne nous a fait confiance pour sa carte d'identité, mais aussi pour son nouveau passeport biométrique, qui nous a valu les honneurs d'accompagner le président Emmanuel Macron en visite d'État à Berlin, où il était très très fier de vanter l'excellence de notre procédé. Mais c'est également des références comme la Lettonie, qui s'est vu décerner le prix du meilleur passeport sécurisé au monde en 2024, et également l'Australie en 2023. Mais c'est des références aussi en Mongolie, au Mexique, au Cameroun également, en Éthiopie. Donc on est vraiment aux 4 coins du monde. Bon, mais bientôt en France alors, parce que quand même derrière tout ça, il y a les enjeux de souveraineté dont on parle, les maîtrises technologies. Là, vous êtes une entreprise lilloise, soutenue par des fonds français également. Oui, alors soutenu par des fonds français, on a le bonheur d'accueillir à notre capitale C4 Industries, dont le fondateur est Pascal Cagni, l'ancien président d'Apple Europe, qui avait été recruté par Steve Jobs. Oui, qui est à Business France aujourd'hui. Oui, dont toute l'attention a été retenue justement par la deep tech que nous sommes, la GovTech, si on va être un peu plus précis, qui a des références dans le monde entier. Forcément, ça a piqué sa curiosité. On s'est rencontré avec ses équipes, en particulier Michel Sassano, qui siège à notre conseil d'administration, qui est le monsieur tech de C4, ainsi que les autres operating partners, parce que C4 Industries, c'est une véritable plateforme entrepreneuriale qui a dit voilà, ce que vous faites, c'est extraordinaire. On a une vraie success story à la française, et on va aller plus vite et plus loin et accélérer avec vous. Et je suis très heureux de vous annoncer que notre ambition à l'international est en train de se concrétiser, puisqu'on a été sélectionné pour participer au programme Select USA, pour partir à la conquête du marché américain. Eh bien, félicitations, on vous souhaite le meilleur, Cosimo Prété. Merci d'être venu dans Smartech pour nous faire un point. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Crime Science Technologies, je le dis à la française, CST. Merci encore. Merci à tous de suivre Smartech. Vous nous suivez sur la chaîne Be-Smart for Change, mais également, je sais, en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.